J'appelle Sylvie Robin, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles. Encourager la résilience, réinventer la relation médecin-malade. Et le micro devrait fonctionner. La parole est à vous pour cette première séquence des grandes conférences. Merci encore de votre présence. Alors, je remercie tous les organisateurs, Fabrice Zil, et puis particulièrement Paul Louvail-Dubuc, qui est l'intercesseur au fond de ma présence ici. Je viens ici avec une double casquette de moi-même concernée par les maladies neuroévolutives ou neurodégénératives et, disons, de philosophe, ou en tout cas qui a eu un long parcours de professeur de philosophie en classe préparatoire depuis plus de 30 ans en tout cas, et qui du coup a pu regarder ses aventures et ses mésaventures médicales avec une espèce de lorgnette anthropologique qui m'a permis d'avoir une réflexion au fond sur le fait que la bonne volonté quelque part et les bonnes intentions ne suffisaient pas toujours quand les mises en la maladie, à savoir le médecin et le malade, se rencontrer. Et c'est ça que je vais essayer de montrer dans mon exposé, que j'espère ne pas trop long, mais je parle relativement vite. Et donc, disons, selon trois grands axes. Un premier axe qui est finalement, et c'est pourquoi je trouve le titre de ces universités d'éthique très très beau, parce que ce n'est pas simplement une fausse pudeur que d'appeler ces maladies neuroévolutives et plus neurodégénératives, puisque, bon, certes, elles sont neurodégénératives, mais c'est les mettre dans les chemins, justement, d'un espoir et d'une liberté, et aussi d'une amélioration de la condition des malades, que de ne pas les condamner à cette fatalité d'une espèce de déchéance qui serait déjà annoncée, et c'est contre cette déchéance, naturellement, que je m'inscris. Et donc ça, je trouve ça très bien. Et donc je pense que, en réalité, dans ces maladies, enfin dans toute maladie, mais dans ces maladies plus particulièrement, eh bien, il y a un enjeu qui est finalement que le médecin qui fait son diagnostic au malade, enfin qui annonce un diagnostic aussi grave au malade par rapport au fait qu'il n'y a pas de traitement définitivement curatif, eh bien, il doit comprendre que le malade ne peut faire avec la maladie que pour autant que lui fait avec le malade. Et ça ne va pas toujours de soi, justement parce que il ne compte pas toujours assez sur les ressources du malade. Et donc, je voudrais dire dans un premier temps, ce qui corrobore un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que d'autres intervenants ont dit tout à l'heure, qu'en effet, toute maladie, elle commence de manière insu. Elle commence, qui corrobore aussi le débat sur quand faut-il dire, etc. Elle commence de manière insu parce qu'il y a une latence silencieuse de la maladie et que finalement, nous ne devenons malades que quand nous commençons à le savoir. Et quand commençons-nous à le savoir ? Nous commençons à le savoir quand notre corps se rappelle à nous par des défaillances, quand on ne peut plus finalement compter sur son corps. Et quand, du coup, à ce moment-là, on est obligé de consulter. Et ça veut dire qu'il y a un versant à la fois subjectif et un versant objectif de la maladie, mais que finalement, on ne devient malade que quand on se sent malade. Et ça, c'est très important. Et du coup, dans les maladies neuroévolutives, comme je l'ai dit dans mon texte préparatoire, eh bien, il me semble qu'il y a une perversion, en plus du choc, de l'électrochoc que constitue, qui déstabilise celui à qui on l'annonce, ce qui est vrai dans le cas de toutes les maladies graves, eh bien, il y a une perversion particulière du rapport de la maladie
neuroévolutive ou neurodégénérative au temps. L'annonce de cette maladie pervertit entièrement le rapport du malade au temps. Parce que dans un sens, comme dans toutes les autres maladies, ça met le malade, l'annonce d'une maladie grave, en face de sa propre vulnérabilité, en face de sa propre condition mortelle, etc. Mais là où le diagnostic des maladies graves, finalement, dans le cas par exemple de cancer, etc., invite le malade à un combat contre la maladie, dans le cas du diagnostic des maladies neuroévolutives, eh bien, finalement, le message du médecin, et c'est ça qui m'a beaucoup frappé, le message du médecin, c'est un message, le mieux qui puisse vous arriver, c'est qu'il ne vous arrive rien. C'est-à-dire, finalement, du coup, ça pervertit en effet complètement le rapport au temps, parce que même si chacun d'entre nous est censé savoir et avoir conscience que le temps nous rapproche chaque jour un peu plus de notre mort, eh bien, on attend quand même de la vie, et on attend du coup du temps quelques bonnes surprises. Et là, on vous dit, non, le mieux qui puisse vous arriver, c'est que rien ne vous arrive, c'est que vous n'ayez pas de nouveau, que la maladie soit le plus clémente possible, soit le plus lente possible. Donc, en quelque sorte, n'attendez que rien. C'est-à-dire, finalement, ça c'est terrible, parce que du coup, en effet, comme l'a dit l'intervenante précédente, eh bien, il est très difficile de résister, d'être dans une posture de résistance et d'être dans une posture de réappropriation de ses propres projets de vie, puisque du coup, on ne peut plus du tout se projeter dans l'avenir. L'avenir paraît, en quelque sorte, ne pouvoir apporter que de mauvaises nouvelles. Et donc, du coup, à mon avis, ça pervertit totalement, encore plus, les relations entre médecins et malades. Je pense qu'il y a quand même de très beaux exemples de résistance et de résilience, du coup, qui sont connus. Par exemple, l'exemple en effet du physicien Stephen Hawking, ou bien l'exemple plus connu, moins connu au fond, enfin moins mondialement connu, et plus proche quand même de nous, du grand historien d'art et spécialiste de la Renaissance, Daniel Arras. Et je pense que ces deux exemples nous montrent qu'il y a des moyens justement de ne pas prendre les maladies neuroévolutives comme des fatalités. C'est un deuxième axe de ma réflexion, c'est que finalement, pour les malades dont on diagnostique des maladies neuroévolutives, eh bien, il y a une porte étroite entre et ça, les médecins ne savent pas comment le gérer très bien. Il y a une porte étroite entre le déni de la maladie, que les médecins veulent éviter naturellement, et la résignation à laquelle, avec toute leur bienveillance, parce qu'effectivement, ils ne font pas du malade le co-acteur de sa maladie, parce que dans le colloque singulier qui devrait en quelque sorte permettre un échange constructif entre le médecin et le malade, ils ne lui permettent pas ou ils ne tiennent pas assez compte de ses particularités, c'est-à-dire de ses projets de vie, de ses propres ressources à la fois psychiques, intellectuelles, et de ce qu'il veut vraiment, de ce qui a du sens, de la valeur, et qui va lui donner des forces parce qu'il a envie de le continuer. Et de ce point de vue, eh bien, cette porte étroite entre le déni et la résignation, eh bien, quelque part, les médecins louvoient entre ces deux écueils dans lesquels ils ne veulent pas tomber, d'un côté pour ne pas donner d'illusions aux malades, et de l'autre côté, pour ne pas qu'il tombe lui-même dans le déni. Et ça aboutit, selon moi, au fait qu'il y a une espèce de malentendu qui court entre le médecin et le malade dans ce colloque singulier qui devrait constituer l'essence de la relation médecin-malade et qui s'avère parfois, même au corps défendant, si on peut dire, du médecin, eh bien, un dialogue de sourds. Parce que le médecin ne permet pas de mener ne permet pas finalement au malade de définir au mieux les stratégies à adopter pour se reconstruire. Donc, il s'apprête à soigner objectivement le malade sans tenir compte de sa singularité et de la dimension
subjectif de sa volonté, de sa détermination, de sa persévérance, et donc du fait de ne pas être considéré comme assisté, précisément, de vouloir continuer à vivre comme il l'entend. Donc, je dirais que finalement, il importe de comprendre que ni le soin, ni la guérison, ni la vie dans son sens biologique de survie ne saurait être tenue pour des fins suffisantes de l'acte médical lui-même. Seule la vie, finalement, comme existence incarnée d'un individu singulier, peut être une fin à poursuivre, je veux dire pour le médecin, digne de ce nom. Et à cette condition, ce n'est qu'à cette condition, à la condition de la prise en considération de cette spécificité du parcours singulier du malade qu'il a en face de lui, quelle que soit la maladie neuroévolutive qu'il lui diagnostique, qu'il peut permettre au malade de reconquérir les forces psychiques et vitales qui permettent de le secourir et de lui apporter un secours objectif. Donc, on peut dire que il y a un décalage structurel entre le versant objectif et le versant subjectif de la maladie, et qu'apparemment ce décalage structurel semble aisé à désamorcer pour peu que le médecin et le malade y mettent chacun du leur, mais que finalement ça s'avère plus compliqué que prévu de le désamorcer. Parce que les médecins sont pleins de bonne volonté. Au fond, ils essayent de tenir compte de la psychologie du malade. Mais les médecins, quand ils essayent de tenir compte de la psychologie du malade, d'une part, ont tendance, dans un espèce de partage des tâches qui, à mon avis, nie l'essence même de ce colloque singulier qui doit quand même avoir lieu entre le médecin et le malade, eh bien, les renvoie chez des psychologues, chez des gens. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin de psychologues, qu'ils n'ont pas besoin, etc. Mais je dis que c'est une manière de se décharger à peu de frais, finalement, de la prise en charge entière de l'individu qu'ils ont en face d'eux. Et puis, le malade, on le sait bien, les malades se tiennent de plus en plus informés eux-mêmes. Donc, ils ne prétendent pas être simplement les patients des médecins, si on peut dire. Et du coup, moi qui étais une patiente assez impatiente, j'étais, alors je blaguais heureusement avec mon neurologue, mais j'étais, effectivement, je lui disais, alors je suis une mauvaise patiente. Mais c'est parce que je n'avais pas du tout l'intention d'être une patiente, au fond, sans qu'il y ait de ma part de déni de la maladie. Donc je dirais que ça aussi, ça remet en question, ou plutôt ça doit interroger les médecins sur le statut de la médecine et de l'art médical qu'ils pratiquent. Et je dirais que, idéalement fondée sur la science, la médecine reste et restera toujours un art. Et en tant qu'elle engage un diagnostic dont la dimension clinique est et ne saurait être jamais ni universel ni universalisable. Et c'est pour ça que le médecin a toujours affaire à la singularité du malade, et il doit en tenir compte. Et il se noue alors une difficulté qui a quand même été pensée depuis très longtemps par les philosophes, puisqu'on peut considérer que cette difficulté concernant le statut de la médecine, à une époque où naturellement les avancées médicales, technologiques, les biomarqueurs, l'imagerie médicale n'existaient pas, a été pensée depuis Platon sur le statut de la médecine, justement. Et les enjeux donc, de cette difficulté ont été repérés par la philosophie platonicienne, mais se sont considérablement modifiés du fait des énormes progrès des sciences et des techniques. Et je veux parler, donc, pour ces enjeux, de l'équilibre entre science, technique et pratique médicale. Et je dirais que, en fait, il faut englober ce qu'on appelle l'éthique médicale dans une pratique médicale. Et la pratique, au sens étymologique du mot pratique qu'elle a pour les Grecs, c'est-à-dire la notion de praxis. Et la praxis, c'est quand l'humain a affaire à de l'humain et pratique toute activité dans laquelle l'humain a affaire à de l'humain. Donc il peut y avoir la gymnastique, enfin toutes les activités physiques, gymniques sont des activités praxiques, la politique est une activité praxique, l'éthique est une activité praxique, et la médecine est une activité praxique,
crois qu'elle suppose et qu'elle présuppose des connaissances techniques, des connaissances scientifiques pointues et des marqueurs techniques qui, de plus en plus, se substituent au colloque singulier, au dialogue authentique que le médecin devrait avoir avec le malade. Et du coup, cet écheveau, il est assez difficile à démêler finalement. Et je dirais que l'extension donc impressionnante du savoir biologique mobilisé, l'extension corrélative des investigations techniques pointues dont elle dispose, ont abouti à faire finalement des enjeux pratiques et éthiques de la médecine le parent pauvre de la médecine. Parce que d'un côté, il y a les techniques, l'IRM, etc. Et donc, du coup, ça, on s'en ressent, au point que on a pu dire depuis de nombreuses années, depuis au moins 15 ans, voire 20 ans, que les médecins s'intéressaient plus aux maladies qu'aux malades. Et ça, c'est ce qu'a montré très très bien un film que peut-être beaucoup d'entre vous ont vu, qui est le film de Nanni Moretti à propos de son cancer des glandes lymphatiques, qui s'appelle Mon cher journal, Caro Diaro, et où il raconte qu'effectivement, enfin bon, je ne peux pas vous raconter puisque ça n'est pas le propos ici, mais en tout cas, ça le montre très bien. C'est devenu presque un topos des études médicales, puisque moi, j'ai rencontré des étudiants en médecine, voire même des gens beaucoup plus avancés, déjà internes, etc., qui me disaient, alors je leur disais, vous avez vu le film? Ils me disaient, non, mais on en a entendu parler, parce que ça devient... Bon, alors je leur disais, c'est quand même dommage de ne pas avoir vu le film. Mais bon, de ne pas avoir poussé votre curiosité humaine jusqu'à aller voir ce film magnifique de Nanni Moretti. Et donc, je dirais qu'une fois installé... alors là, j'ai... Bon, s'il faut que je finisse, je ne sais pas comment finir, parce que... alors disons qu'une fois installées ces carences dans le dialogue du médecin et du malade, elles deviennent finalement très difficiles à corriger, même si elles ont des conséquences parfois dommageables, y compris dans l'observance du traitement médical. Et je pense que, parce que, comme je vous l'ai dit, il faut, et certains intervenants avant moi l'ont dit aussi, il faut absolument que les médecins sortent de ce que Nietzsche appelle dans sa deuxième considération inactuelle le fétalisme du fait accompli. C'est-à-dire, en fait, il faut justement qu'ils permettent aux malades, même dans des maladies neuroévolutives et donc supposément neurodégénératives, de ne pas penser la maladie comme une fatalité, mais comme une nécessité, comme quelque chose qui a des causes, pour lesquelles on peut remonter aux causes, même si l'étiologie des maladies n'est pas toujours bien connue, et par rapport auquel il doit se proposer lui-même d'agir, de prendre en charge, de proposer des protocoles thérapeutiques qui permettent d'améliorer les conditions de vie du patient, qui permettent aussi longtemps que possible de le maintenir dans des conditions de vie tout à fait normales, plutôt que de l'enfermer dans une attitude bienveillante dans laquelle on l'assisterait. Et je pense que du coup, il faut repenser le statut de la contingence en médecine, qui n'est pas le hasard, parce qu'on a tendance à porter, en quelque sorte, à penser la maladie, soit du côté du hasard, soit du côté de la fatalité. Ah bah pas de chance, c'est de la faute à pas de chance, j'ai eu une particulière malchance, et donc du coup on le vit comme une injustice, et d'autre part, on le vit aussi éventuellement comme une fatalité. Et au bout du compte, les deux termes hasard et fatalité sont paradoxalement réversibles. Alors que quand on pense rationnellement la maladie, on doit la penser comme une nécessité, c'est-à-dire référer à ses causes. Elle ne pouvait pas ne pas advenir, mais on ne peut le penser que rétrospectivement comme une nécessité. Et par ailleurs, le travail des médecins, c'est de faire bouger les statistiques. Sinon, ils n'ont pas. S'ils me disent, Madame, vous êtes dans le cas de figure de, vous avez une espérance de vie compte tenu du moment où est pris votre cancer, etc. Je sors des maladies neuroévolutives d'être bien pendant tant de temps, d'avoir une espérance de vie de temps. Moi, j'ai envie de répondre aux médecins spontanément, mais pourquoi êtes-vous là ? Parce que l'essence de la médecine, c'est de faire bouger les statistiques. Donc, de ne pas réduire le malade à une fatalité qui est la vérité qu'il connaît à un instant T. Voilà. Et... et, 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 et,
remercie de votre écoute et de votre attention. J'avais encore beaucoup de choses à dire. Bravo, merci beaucoup.